Bonjour à tous, je suis Gilles Toast, je suis passionné de pain et je suis également l'auteur de cette application Android qui permet de créer vos recettes de pain adaptées à l'environnement de votre maison. Aujourd'hui, nous allons faire une recette qui est une recette avancée puisque c'est du pain à faible ensemencement avec une fermentation extrêmement longue. Et nous allons voir toutes les options avancées pour maîtriser complètement du début jusqu'à la fin la réalisation de votre pain. Vous allez voir au travers de ces exemples que l'utilisation et la maîtrise des températures de vos ingrédients est extrêmement importante. Pour partir sur déjà des options assez avancées, vous allez pouvoir copier une recette existante via ici l'option, donc les 3 points, l'option copier, qui vous permet de copier-coller une recette existante. À partir de là, une fois que vous sélectionnez la recette, vous pouvez très facilement changer le nom de votre recette, ici. Vous pouvez également très rapidement mettre quelques indications sur ce que vous allez faire. Donc, nouvelle recette, par exemple. Voilà. Vous avez la possibilité d'adapter la taille de la fenêtre en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Sur cette recette, le bandeau d'en haut est assez important puisqu'il va vous permettre de donner la taille de votre pain. Donc, typiquement, moi je pars sur des pains autour de 400 g de farine, ce qui donne des pains aux environs de 600 g à la sortie du four. On peut aussi faire plusieurs pains et l'application va automatiquement vous donner la taille unitaire de votre pain, mais également la taille totale, le poids total des ingrédients que vous allez avoir à mettre. Donc pour des questions de simplicité, je préfère vous faire un exemple avec uniquement un pain pour que vous voyez mieux l'évolution de l'ensemble des paramètres. Une fois que vous avez déterminé la taille de votre pain, un point très important dans le début de la fermentation, c'est la température de la pâte. Donc vous avez une cible ici qui montre que c'est la température cible que nous allons calibrer. Donc on va partir sur une longue fermentation, donc je baisse à 23 degrés Celsius. On voit également qu'en fonction de la température de pâte que l'on va sélectionner, la température de l'eau ici, donc l'icône qu'on peut voir ici, va varier automatiquement. Donc si par exemple je pars sur une température comme tout à l'heure à 24, automatiquement on part sur une eau qui est un petit peu plus chaude. On voit également que la friction qui est liée à l'utilisation d'un robot peut varier en fonction de tout autre paramètre, comme par exemple le type de fermentation, le type de pétrissage, pardon. On voit ici qu'on peut choisir un type de pétrissage, vitesse lente, lente raccourcie, pas de pétrissage du tout, et donc vous allez voir immédiatement, sans pétrissage, on monte la température puisqu'il n'y a plus de friction. On peut aussi partir sur un pétrissage amélioré, qui lui va nous permettre d'avoir une friction très importante, et malheureusement, dans ce cas-là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de possibilité, avec les paramètres que j'ai donnés, d'obtenir la bonne température, à part mettre de l'eau à 0 degré. Donc ça, c'est un élément extrêmement important qui vous permet de faire des erreurs lors de la sélection de votre mode de pétrissage. Donc ici, pour ce type de température, on part sur une vitesse lente raccourcie, surtout sur des pains à longue fermentation, on ne va pas violenter la pâte dès le début. Autre point sur l'utilisation des robots, vous avez la possibilité de sélectionner ici le type de robot que vous avez. Donc moi perso, j'ai un KitchenAid 4 litres 8, donc je pars sur celui-là. Mais la friction est calculée aussi en fonction de votre type de robot et les étapes de pétrissage vont être adaptées à votre type de robot. Donc vous pouvez à tout moment enlever le robot ou l'ajouter. Pour ceux qui sont extrêmement déjà familiers avec l'utilisation des températures de base, il y a possibilité d'utiliser ce qu'on appelle la température de base. Personnellement, je l'ai mis parce qu'il y a eu des demandes des utilisateurs. Je ne l'utilise que très peu, car l'utilisation de la température cible ici est extrêmement précise et permet de calculer les
la température de l'eau en fonction de l'ensemble des autres températures. Si vous partez sur une température de base, comme on peut le faire ici, ça va dépendre beaucoup du type de robot que vous avez. Et là, du coup, ça peut être complètement à côté de la cible en termes de température finale. Donc moi, je vous incite vraiment à partir sur une température cible que vous choisissez ici. Et il y a un modèle extrêmement avancé de calcul de température qui dépend également de tous les autres paramètres que vous pouvez voir ici, comme par exemple température de la farine. Donc là, on voit on a 20 degrés d'eau. Si on change la température de la farine, automatiquement, on va adapter la température de l'eau à l'ensemble, avec des calculs qui sont basés sur les mécanismes thermodynamiques de gestion du mélange d'ingrédients. Vous avez aussi la température du levain. Donc, la plupart du temps, les levains sont activés à température un petit peu plus haute. Donc là, l'impact température de l'eau n'est pas énorme puisqu'il y a très peu au final de levain. Alors moi, mes températures, excusez-moi, je les remets à ce que j'utilise d'habitude, donc 19 degrés dans mon cellier. Température du levain, 1%. Température du levain, 25 degrés. Et on part sur, alors là, je vais vous simplifier la tâche en partant sur 15% de levain. Personnellement, j'utilise plutôt un levain solide. Donc je pars sur ça. Ici, on voit qu'on arrive dans un mode qui est plutôt lié au temps de fermentation. Donc on voit que là, le temps total de la recette, dans un pointage et après, on va dire assez classique à température ambiante, sera de 9 heures, presque 10. Si je pars sur un après lent au froid, comme ça se fait assez classiquement, on voit qu'on est sur 14 heures minimum. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'ensemble de ces icônes. Donc là, on a le départ de la recette. Je suis parti sur une autolyse. Alors pour des questions de simplicité d'explication, je vais enlever l'autolyse. Donc soit vous mettez 0, soit vous pouvez cliquer sur autolyse et en fait ça permet de passer de l'un à l'autre automatiquement. Donc là je pars sur sans autolyse. Le pointage, on est sur 5h50, on est à 21 degrés. Donc si je pars sur du 24 degrés, c'est à peu près ce que j'ai chez moi dans ma chambre de pouce, on voit qu'on réduit le temps de pointage automatiquement. Il y a aussi l'adaptation du temps d'après. Donc là on est à 7 degrés, donc mon frigo il n'est pas extrêmement froid, donc si vous avez un frigo qui est un petit peu plus froid, vous allez voir qu'automatiquement le temps s'adapte. Si vous voulez partir sur des fermentations très longues au frigo, donc attention, l'application elle est faite pour, mais vous devez changer de mode et vous devez partir sur du pré-poussé bloqué, où en fait on va avoir la possibilité de régler 3 températures, notamment une température de réchauffage si cela est important pour vous. Donc pré-poussé bloqué, en classique on est sur ça, on voit que on a uniquement 3 heures d'après à 4 degrés, on peut en fait augmenter l'après. Et là, on voit que la fermentation est toujours OK, parce qu'en réalité, au bout d'un certain temps, la pâte ne va plus du tout fermenter en dessous de 4 degrés. Donc là, on est sur 7 heures d'après. On peut également faire quelque chose d'un petit peu différent, où on se dit que l'après va être en 2 parties. On va avoir 1 heure de réchauffage à, par exemple, température de votre pièce, 20 degrés. On peut partir et ensuite là, on part sur du 5 degrés dans un frigo. Et là, il faut faire extrêmement attention parce que si vous voulez augmenter la température, la durée au frigo, vous pouvez partir sur par exemple un truc assez classique qui est une dizaine d'heures au frigo. Donc là, on est toujours sur du 5 degrés. Mais comme vous commencez à toucher manuellement la fermentation, l'outil va vous dire que la pâte ici n'est pas assez fermentée parce qu'elle a ici modifié le pointage. Donc là, vous devez réajuster le pointage pour obtenir une fermentation qui va correspondre à ce que vous voulez. Donc, vous pouvez être amené à augmenter de façon un peu plus importante le pointage pour obtenir la bonne fermentation. Donc là, on voit qu'on a joué un petit peu avec les paramètres. 7 heures, c'est trop. Donc on va repartir sur 6 heures. Et là, on est sur une fermentation OK.
Une fois de plus, donc là c'est quand vous voulez vraiment faire du manuel, vous pouvez le faire. L'outil va vous dire si la fermentation est OK ou pas OK, mais par contre tous les paramètres ici sont manuels. Donc là c'est déjà pour les gens qui connaissent un petit peu plus les méthodes de fermentation. Ceci étant, même pour les débutants, il est intéressant de voir les variations de température de la pâte, ici. Et on voit qu'on a un réchauffage de la pâte jusqu'à une quinzaine de degrés. Vous pouvez cliquer ici. À la fin de notre cycle de fermentation, on voit que la pâte va atteindre en fait 5 degrés 2 après être passé 10 heures au frigo. Donc tout ça, ça vous indique l'évolution de la température de la pâte qui est extrêmement importante pour comprendre les phénomènes de fermentation. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez partir sur ici commencer. Et là, ça va vous donner le début de votre cycle, notamment de pétrissage, d'autolyse si vous avez sélectionné une autolyse. Donc voilà pour cette première partie. Nous allons donc passer maintenant aux ingrédients où on va voir qu'il y a des options assez avancées pour gérer notamment vos types de farine. Pour commencer notamment par les types de farine, vous pouvez cliquer sur l'icône ici et choisir la photo de votre sac de farine. Alors je vous prends un exemple de farine que j'utilise. Donc on a celle-ci par exemple, qui est de Biocoop. Voilà. Vous pouvez également changer le nom. Alors là c'était le nom que j'avais mis en anglais. Donc là vous pouvez aisément choisir le nom de votre farine. Vous pouvez les paramétrer, donc T150 Biocoop. Voilà. Beaucoup d'options. Également une option qui permet de donner le taux de protéines. Alors là, je pars sur un exemple à 12% de protéines, ce qui est assez élevé. On est plutôt sur de la farine canadienne. Ces taux-là, c'était juste pour l'exemple. On a aussi un paramètre que vous pouvez voir ici, qui est en réalité le taux d'absorption de la farine. Ce taux d'absorption est extrêmement important lorsque vous voulez maîtriser de façon très précise le poids de l'eau que vous allez y mettre. 70% ici en taux d'hydratation correspond en réalité à ce que vous allez obtenir, on va dire, d'un point de vue mathématique quand vous faites un ratio entre le poids de l'eau et le total des farines de votre recette. Il y a une option ici que vous pouvez sélectionner qui vous permet d'avoir deux types de ratios d'hydratation. Un ratio au ressenti, c'est celui-ci, et ensuite un ratio qui est celui qui est le calcul mathématique. Et on voit qu'il y a une grosse différence parce que ici, donc pour la démonstration, je vous ai mis une farine qui absorbe énormément à 70%, alors qu'en standard, on est à 60%. Donc pour la démonstration, retenez bien le chiffre 331, on reste toujours à 70 et on est sur 82% de taux d'hydratation, on va dire mathématique réel. Le ressenti sera 70%. Si ici je prends ma farine et que je la tombe à 60% qui est le taux standard, on voit qu'on a besoin maintenant que de 280 grammes d'eau. Et on tombe sur ici 70 et 70. Si on a une farine qui absorbe quasiment rien, hein, 55%, on voit qu'on a toujours 70% en augmentant, en baissant pardon, le niveau d'eau. Et on voit ici effectivement que le niveau d'hydratation réel baisse. Donc moi sur ce type de farine, on est plutôt sur du 65% d'expérience. Donc vous pouvez jouer avec ça et jouer avec votre expérience pour adapter tout ça. Le taux de sel c'est assez classique, donc je mets 1,7. On peut également, option très intéressante, ajouter des ingrédients supplémentaires comme de l'huile d'olive. Vous avez tout un ensemble d'ingrédients, vous pouvez le voir ici, que vous pouvez rajouter, notamment pour ceux qui font des pains sans gluten. Vous avez du psyllium que vous pouvez rajouter. Vous avez aussi du malt diastasique qui permet de corriger un petit peu la pâte, du vinaigre de cidre de pomme aussi pour corriger l'acidité de la pâte. Vous avez aussi d'autres méthodes pour faire du pain avec ou du pain au lait avec du lait, du tsanzong, du lait en poudre, de la crème fraîche, crème fouettée. Donc vous avez beaucoup d'options. Donc dans ce cas-là, je vais vous ajouter simplement des raisins secs. Voilà, et on met les raisins secs qu'on veut. Vous voyez que en fonction de l'huile d'olive que je vais rajouter ici, il y a un taux d'hydratation de l'ingrédient.
et on voit que automatiquement en augmentant mon huile d'olive, je baisse là-haut le poids de l'eau total que je dois rajouter. Donc c'est logique puisqu'on garde une hydratation cible de 70%, donc automatiquement on gère le poids de l'eau qu'il faut rajouter. Donc là on est vraiment sur des options avancées, des gens qui veulent faire des pains déjà d'un très très bon niveau. Sur les options de préparation, alors ceux qui sont sur ce type de recette retrouveront le classique prélèvement du levain après l'avoir activé. Toutes les étapes sont expliquées avec des timings très précis à chaque fois. Le rappel des ingrédients et de leur poids, lors du pétrissage, la vitesse du robot, en fonction de votre type de robot. Donc moi j'ai essentiellement deux vitesses que j'utilise, la 1 et la 2 sur mon KitchenAid. Voilà, vous avez aussi l'ajout des ingrédients complémentaires. Avec tout ça, vous avez aussi les détails de vos phases de pointage avec notamment les rabats. Donc les rabats, je vous montre, on peut les paramétrer ici. Rabat automatique en pointage, on peut aussi dire je voudrais faire mes rabats plutôt en fin de pointage, c'est ce qui se fait sur les fermentations longues. Donc 3 rabats en fin de pointage et on voit qu'automatiquement l'application va vous dire à quel moment il faut faire les rabats. Donc première fermentation 3h45 et ensuite on attaque les rabats en fin de fermentation pour finir le dernier rabat. Et ici, on peut donc attaquer le façonnage, si vous avez choisi de faire un façonnage. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par maîtriser vraiment quand est-ce qu'on va débuter le pain ou finir le pain, donc vous pouvez ici automatiquement mettre une date et une heure de fin de votre pain. Si par exemple vous êtes intéressé d'avoir un pain à 8 h du matin quand vous vous levez, bon, il faut un petit peu de préparation avant, mais vous pouvez le faire. Il réinitialise tous les timers, mais par contre, vous avez tous les timings qui vont vous permettre d'obtenir un pain à 8 h du matin. Par contre, il faut partir avec un début de recette à 13 h le vendredi après-midi. Donc tout ça est calculé pour vous. Donc faites attention par contre, il n'y a pas pris en compte le temps de rafraîchissement du levain qui peut varier entre 2 h et 8 h en fonction évidemment de votre température de pièce et de votre type de levain. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là pour cette explication qui était assez complète sur l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Vraiment, allez-y, testez, cliquez lorsque vous voyez une partie ici qui est soulignée, c'est que vous pouvez cliquer pour adapter votre recette. Vous avez énormément de possibilités pour les customiser, notamment vous avez vu cette partie-là qui peut être extrêmement complexe. Et là, on revient sur cette partie-là. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avoir des cours en ligne. C'est moi qui les donne avec l'expérience que j'ai, d'abord de mon application, mais aussi de la panification. Donc, les cours sont disponibles ici. Je vous laisse. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre commentaire si vous en avez. Merci beaucoup. À une prochaine.